regardez sur Espace TV, vous nous écoutez également sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace Zali à modulation de fréquence au 99.7 dans tous les Récorés. Vous nous écoutez à Yomou, même fréquence, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. L'actualité bouge. Nous aussi, évidemment, ici à Espace. On va continuer le décryptage. Mohamed Mara, on a écouté ce communiqué du CNRD avec Colonel Amara que nous avons joint d'ailleurs juste après. Et pour avoir plus d'amples informations évidemment sur ce communiqué. Et Ambalo qui nous promet d'intervenir avant de la fin de l'émission. On verra bien cela. Les propos durs, mon cher ami Mohamed Mara. Le ton est martial, mais il faut tenir compte de la gravité justement de ce qui s'est passé, de la situation. Deux chefs d'État se sont entretenus. Ils ont convenu de certaines choses et ces choses n'ont pas fait l'objet du communiqué. Il y a eu un communiqué qui a sanctionné leur entretien. Donc officiellement, il y a des messages qui étaient censés être livrés au public. Et ces messages ont été livrés à travers le communiqué. Et bien après, le chef d'État en visite en Guinée s'est exprimé même sur les médias guinéens, y compris à l'aéroport. Donc les messages officiels sont passés. Mais dans les rapports diplomatiques, il faut quand même reconnaître que c'est un peu incompréhensible plus tard que de vouloir, via d'ailleurs un média qui n'a de lien avec aucun des deux États ou même avec l'un des États de la CEDEAO, aller balancer justement, même si c'était vrai, des confidences. Des confidences. Parce que les chefs d'État, c'est comme des amis, c'est comme dans un mariage. On se dit des choses qui ne sont pas forcément destinées à être livrées au public. Donc, ça, c'est le premier niveau. Alors, Conakry décide de faire un communiqué et d'abord de démentir les propos quant à un accord sur les 24 mois. Même si peut-être, parce que je pense que Ambalo ne peut pas aller sur les 24 mois comme ça sans que cela ait fait l'objet d'une discussion. Mais le passé a montré que le colonel Mamadi lui-même peut donner son aval sur une question, mais que cette question, avant d'être avalisée publiquement, fait aussi l'objet d'une discussion au CNRD. Rappelez-vous le voyage de monsieur le ministre des Affaires étrangères avec l'ancien premier ministre Mohamed Beavogui à Accra et à Abuja. Ils ont pris des engagements au nom du président de la transition qui probablement lui avait justement donné sa parole, mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe au retour à Conakry? Cette fois-ci, le CNRD qui s'était réuni décide tout simplement de prendre le contre-pied. Donc, ça veut dire il faut aussi comprendre le colonel Mamadi. Il ne prend pas, c'est pas parce qu'il est le chef de la junte qu'il est en liberté de dire ou de prendre des décisions sans justement regarder derrière lui. Non seulement son corps d'origine, le groupement des forces spéciales, il n'arrête pas de le dire, des jeunes gens sont morts pour son combat, mais de l'autre côté, c'est tout ce groupe-là qui représente l'armée guinéenne, donc à travers le CNRD. Ça, c'est le deuxième aspect. Je pense qu'Ambalo n'en a pas tenu compte. Et le troisième niveau, c'est quand même quand vous appelez pour tenter de rattraper une erreur, vous la rattrapez parce que de l'autre côté, on accepte quand même à Conakry de se taire simplement pour sauver la face de quelqu'un qui est quand même un partenaire. Alors, on le fait. Et mieux un président. Oui, ouais. C'est un partenaire avant tout. Ouais. C'est un partenaire. Ouais. Ambalo, il est à la limite guinéen des deux côtés, à la limite. Alors, il se taise. Mais si derrière, pour d'autres calculs, vous rempilez, vous faites pire que ce qui a été dit, parce que hier, il annonce, la CEDEAO, je peux vous assurer une seule chose, la CEDEAO n'est pas d'accord sur les 36 mois. Ce n'était pas mauvais de... Non, il a dit que ce n'est pas négociable. Oui, mais ce n'était pas mauvais de le dire. Mais en l'annonçant, avant justement le sommet d'aujourd'hui, c'est comme si déjà, lui, il a une voix prépondérante sur le reste de la conférence des chefs d'État. Ça, c'est un premier niveau. C'est une tentative à la fois de manipuler, justement, et d'influencer les autres. Je ne crois d'ailleurs pas qu'il ait cette influence forcément au niveau des chefs d'État de la sous-région, je ne crois pas. Maintenant, de l'autre côté, il ne faut pas l'oublier. Le colonel Mamadi, d'ailleurs, parce que là, c'est Ambalo, il a quitté l'armée, il ne faut pas l'oublier. Mais j'ai comme l'impression que la stratégie militaire, c'est Conakry maintenant qui est en train de donner des cours de stratégie militaire à Bissau. Regardez très bien qu'est-ce que Mamadi fait. Ça a toujours été le cas. Au moment où la crise au Mali se corse et que la crise, notamment entre le Mali et la Côte d'Ivoire, peut connaître un virage
assez dangereux pour les deux États. Qu'est-ce que Mamadi fait? On sait que Mamadi est allé à Bamako, mais l'une des véritables raisons, c'est de négocier, c'est d'amener Assimi Goïta à fléchir sur la question des 46 militaires maliens. Non, c'est un coup de maître diplomatique. Justement, et en le faisant, Mamadi change complètement de paradigme sur la question. Il devient un élément central au moment où les autres cherchent à le sanctionner. Qu'est-ce qu'il fait? À Conakry, il engage les discussions sur le cadre du dialogue, ce qui est en soi, on l'a dit, on peut s'interroger sur la sincérité de cette question, mais en réalité, on est en diplomatie et en stratégie. Mais derrière, son plus gros coup, c'est ce voyage au Mali, alors qu'à Conakry, vous avez vu les images des défilés au Mali. On ne le sent pas serein. Le visage est fermé parce qu'il a plein de calculs. Le monsieur, sa tête est à Conakry très probablement. Mais il y va quand même. En prenant des risques pour sa sécurité, en prenant des risques même pour la Guinée actuellement. Mais il y va. Et au moment où il se bat à dénouer une crise que lui, Embalo, président de la conférence des chefs d'État, ne parvient pas à dénouer, le mec, il fait une autre sortie. Et c'est là ce qui est incompréhensible. Moi, je dis, quelque part, c'est une leçon qui a envoyé quand même Embalo le principe de faire respecter coûte que coûte la démocratie et les élections et un pouvoir civil dans les États. C'est honorable, c'est le combat de tous les Africains. Bien. Mais derrière, il faut du respect vis-à-vis des États. Et attention, c'est pas Conakry, moi j'aimerais quand même le dire, parce que je suis quand même un peu choqué. C'est pas Conakry qui est un appendice de Bissau. Il faut quand même qu'on apprenne à se respecter. C'est la première fois personnellement que je suis d'accord sur une communication quasiment de bout en bout de CNRD. Le ton de Embalo, il n'est pas respectueux. C'est pas un ton diplomatique, c'est pas le ton d'un chef d'État. Et quelque part, en écoutant, je pense que c'est la réponse, c'est du berger à la bergère. Évidemment. Et là, c'est clair que je crois que lui ne sera plus l'interlocuteur du CNRD et c'est qui va être dommage. Voilà. On tous les camps. Et c'est surtout ça où les politiques aussi, du racket. Voilà. Je viens chez toi, mais c'est à dormir debout, quoi. Sincèrement, quoi. Oui. Allez-y. J'ai parlé hier des lobbyistes. Embalo. Voilà. Et d'ailleurs, on fait bien, le CNRD d'ailleurs l'isole. Si vous avez remarqué, c'est Embalo, c'est la tête de Embalo. Justement, c'est sa tête qui a la cible. On met quand même, on tente quand même de préserver les chefs d'État. Voilà. Bien. Allez-y, Antoine. Oui, Embalo. Non, je dirais pas tout. Allez-y. T'inquiète. Embalo qui s'emballe de jour en jour. Et ça, c'est depuis sa prise de pouvoir en Guinée-Bissau. Je ne crois pas que dans ce studio, chaque fois qu'on parle d'Embalo, on parle du bien de lui. Parce que la plupart des sorties qu'il fait, la plupart des actes qu'il pose souvent, ça sort du cadre d'homme d'État. Sous l'ère Alpha Condé, c'était la même chose. Alpha ne lui a jamais répondu. Il a toujours eu des airs assez déplacés à l'endroit d'Alpha Condé. Des airs qui ne sont pas ceux que doit prendre un chef d'État. Rappelez-vous du sommet entre chefs d'État quand c'était à Accra. Lorsque Alassane a dit, non, c'était pas visioconférence. Quand Alassane a dit fiston, mais vous voyez comment il a répliqué à Alassane Ouattara. Je ne suis pas ton fiston. En fait, il y a de ces répliques ou des propos parfois qu'il tient qui, pour moi, donne à réfléchir sur la nature même de l'homme. Parce qu'on a vu beaucoup de choses d'Embalo jusqu'au coup d'État, dit-on, en Guinée-Bissau. Mais pour revenir à sa sortie d'hier, parce qu'il faut qu'on revienne au communiqué d'Amara Camara, il dit des choses quand même qui sont importantes. Hier, je l'ai rappelé ici. Et gravissime, quand même. J'ai dit, je ne crois pas. Parce qu'aller jusqu'à dire imposer quelqu'un. Et on va en venir. On va en venir. Wow. On va en venir à ces confidences-là. Mais les langues se délient. Hier, j'ai dit une chose. J'ai dit que Embalo, je ne suis pas sûr qu'il soit concerté avec les autres pour faire sa sortie. Et les propos d'Amara me donnent raison. Parce que Embalo, pour qui le connaît, on sait qu'il est agité. Il fait les choses selon comme bon lui semble. Et même ce sommet extraordinaire qui se fait à New York, en marge de la session des Nations Unies, je me dis que ça a été imposé. Ça lui a été imposé. Et ce n'est pas pour la Guinée, ils le font, ni pour le Mali. C'est pour les 46 militaires ivoiriens. Et j'ai suivi son interview avec RFI et France 24. Lorsque la question lui a été posée, si c'est pas Alassane qui lui impose de faire ce sommet-là, j'ai vu sa réaction, j'ai compris qu'Embalo avait des choses à cacher. C'est bien Alassane qui lui impose de faire un sommet à New York pour négocier le cas des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. Et dans sa réponse, il détourne du regard le journaliste. Je constate qu'il n'est pas véridique dans ce qu'il dit. Et donc, pour moi, Embalo, sur ce coup-là, c'est complètement gouré, je l'ai dit hier, mais dans la sortie d'Amara Camara, certes, la sortie a lieu avant le sommet
de la CEDEAO, c'est une sorte de réponse à Embalo qui se prépare à présider une rencontre importante. Mais je me dis que les confidences que révèle Amara sont d'une gravité énorme. Incroyable. Lorsqu'il dit qu'Embalo ne venait pas en Guinée pour une autre raison que celle de la défense, de la protection de son candidat choisi, la question c'est qui est son candidat? Justement. Qui est le candidat? Interne, et qui est le candidat en tant que journaliste? Nous savons tous que Embalo, raison pour laquelle on a demandé à Amara d'intervenir. Non, mais voilà, on verra bien. Amara, qu'il intervienne ou pas, on sait lire entre les lignes. Attendez, ce n'est pas une conclusion, mais c'est une analyse. Il a parlé de candidat. On fait une analyse. Laissez-moi analyser. Il a parlé de candidat. Laissez-moi analyser. Vous n'allez pas dire ce qu'il a pas dit. Je veux analyser. Allez-y. Et je veux analyser. Oui. Les grandes gueules. Lorsqu'on analyse Embalo, on sait qu'Embalo sous Alpha Condé avait un penchant. C'est connu de tous. Avait un penchant, c'était celui d'Alain Diallo. Absolument. On a vu ses photos avec lui et tout cela. On sait qu'à l'époque, à cause de son amour pour Cellou, ça crée des soucis avec Alpha Condé à l'époque. Rappelez-vous la fermeture des frontières et tout cela. Mais lorsque le président a pris le pouvoir, il s'est empressé de venir en Guinée. Il y a eu des choses qui se sont dites forcément. Mais lorsqu'on nous apprend aujourd'hui que Embalo avait pour mission à l'époque de vouloir protéger ou défendre son candidat, il est évident qu'il n'y a pas deux candidats pour Embalo. Ce n'est pas Alpha Condé, ce n'est pas Kassouri, ce n'est pas Sidia Touré. C'est pas Faya Milimono. Ce n'est pas Faya Milimono. Encore moins Diamati Doré du RRD. Mais c'est Alain Diallo éventuellement. Et cette communication il faut être prudent, fait pas les affaires. Non, laissez-le faire Cellou, il n'a rien à voir dans cette discussion. Ça ne fait pas les affaires de Cellou. Ça ne fait pas les affaires de Cellou. Je constate que ça corse davantage la situation de Cellou. Le candidat pourrait être Maurice Kaba. Ça nous montre combien de fois les relations entre Cellou et le CNRD se corsent en plus. Allez-y, mon cher Ahmed. Alors, le général de Gaulle disait la véritable école du commandement est celle de la culture diplomatique. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va procéder en 3 actes. Parce que c'est une forme de théâtre ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est bien dit. Pour la première fois, depuis l'avènement du CNRD, le président de la République, Mamadi Doumbouya, sort du territoire. C'est la première fois. Comme par hasard. Ouais. C'est à la veille d'un sommet extraordinaire et très important qui va se passer à New York. Alors, le président Doumbouya part à Bamako pour plusieurs raisons. La première des raisons, qui est une raison noble, le Mali la Guinée a soutenu le Mali. C'est la fête de l'indépendance du Mali. Nous sommes des pays vraiment qui avons une histoire commune. Donc, il est invité. Mais derrière cette invitation officielle, officieusement, il y a des dessous. Et nous les connaissons. Les dessous, c'est quoi? C'est que je pense que le président Doumbouya est aussi parti pour négocier la sortie de crise entre Bamako et Abidjan. C'est-à-dire essayer de ramener les 49 ou 47 soldats qui sont 46 soldats qui sont actuellement emprisonnés au Mali vers Abidjan. Pourquoi? Parce que ce serait un coup diplomatique énorme pour lui. Et ça va l'installer de manière forte sur la scène régionale et ensuite internationale. Ça serait un coup de maître s'il y arrivait. C'est-à-dire, il va arriver à faire quelque chose que là où justement les Embalo et les Alassane Ouattara ont échoué. Les Faure Gnassingbé. Voilà, les Faure Gnassingbé ont échoué. Doumbouya s'inscrit dans cette logique-là et c'est un coup, honnêtement, pour moi, s'il y arrive, c'est un coup de maître. Je dis respect et chapeau. Maintenant, la troisième chose, qu'on vient de dire, et je suis comme toi, Mohamed Mara, c'est la première fois depuis, à part les discours du président au début de la prise de fonction qu'il a eu, c'est la première fois où je suis d'accord à 100% avec le communiqué qui a été lu par le porte-parole de la présidence. Parce qu'il a mis l'accent sur plusieurs choses. 1, le respect de la souveraineté. 2, le respect des règles et des codes, des us et coutumes diplomatiques. Embalo s'est fait piéger hier. Moi, comme vous, j'ai regardé l'interview. Il s'est fait piéger par les deux mêmes journalistes qui interviewent tout le monde et qui arrivent à vous faire sortir des choses qui ne devraient pas sortir publiquement. Et ça, je comprends la colère de la Guinée et la colère du CNRD. Je la comprends parfaitement bien. Mais derrière ce que Embalo a dit, ou d'ailleurs n'a pas dit, parce qu'il y a une chose qu'il a dit, qui a mis visiblement le CNRD en colère, c'est que les 36 mois ne sont pas négociables. Je le cite. C'est pas négociable. Et je pense qu'effectivement, ça a dû mettre le CNRD en colère. Alors, pour conclure,
En diplomatie, il faut éviter de brusquer ou de choquer l'interlocuteur qui est en face, surtout lorsqu'on est en position où on est en position où on demande quelque chose. Parce que la CEDEAO aujourd'hui n'a pas les moyens, ni militaires, ni diplomatiques, d'imposer des choses. Elle est obligée de négocier avec les juntes. Alors, elle a ses têtes de Turcs qui sont actuellement la Guinée et le Mali. Elle a son bon élève qui est le Burkina Faso. Très bien, on est content pour eux. Maintenant, s'ils veulent, si la CEDEAO, parce qu'à juste titre, Camara l'a rappelé, la conséquence du 5 septembre n'est que l'inertie absolue et comment dirais-je, et l'endormissement, et plutôt, je cherche le mot, mais bref, de la CEDEAO, à ne pas comprendre qu'il ne fallait pas laisser Alpha Condé pousser vers le 3e mandat. Ça, c'est une réalité. Amara Camara a dit encore deux choses qui sont d'ailleurs très très drôles. Il a dit, effectivement, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas une télé-réalité. Voilà. Dans une émission de télé-réalité. On n'est pas dans une émission c'est pas le grand guignol. Les grandes gueules. Plutôt même, moi j'aurais dit clownesque, où tu viens, tu mets tes états d'âme, tu pointes du doigt les uns et les autres. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc là-dessus, et puis cette phrase, ils savent comme quoi, je sais pas qui a écrit le discours, mais c'est vraiment pas mal. Effectivement, on ne vient pas, et surtout à l'ère du panafricanisme, à l'ère de la résurgence, du côté très patriotique qui est le nôtre, on ne vient pas régler les problèmes des enfants d'Afrique à l'ONU qui est décrié à longueur d'année en ce moment pour son inertie. Bien. Je conclurai par ceci, je vais conclure. Les grandes gueules. Je pense profondément que, effectivement, monsieur Embalo, de par sa culture lusophone, et de par son manque d'expérience, à mon avis, diplomatique, n'est pas le bon interlocuteur face à quelqu'un comme le président Doumbouya. Ce n'est pas la bonne personne. Voilà. Il n'a pas, et je reviens là-dessus, il n'a pas, encore une fois, la bonne méthodologie. Voilà, Ahmed Kourouma, évidemment. Allez-y, ma grande Mafoudia, je te vois sonner, parce qu'entendre sincèrement ce discours ce matin, on se dit, mais le ciel nous tombe sur la tête. Ça peut être une belle émission d'ailleurs. Les grandes gueules. Allez-y. Mais en fait, ça m'étonne pas tellement parce que souvent quand on parle de diplomatie, on donne l'impression que tout se passe dans la douceur, mais c'est aussi cela l'autre facette de la diplomatie. Des fois, lorsque les choses ne marchent pas bien à l'interne, tout doux, des fois on sort, on prend le micro, on glisse des choses. Des fois, c'est des propos qui semblent inappropriés pour un chef d'État, mais c'est fait à dessein. Des fois, ça a des portées. Des fois, ça n'a pas, mais il y a toujours un résultat. C'est aussi l'autre facette de la diplomatie. Donc, peut-être qu'Embalo, en disant cela, tentait quelque chose. Mais aujourd'hui, ce qu'on a là, c'est la réaction de la Guinée. Et Amara, dans ce communiqué, il le dit clairement, il y a eu une première fois. Ils n'ont pas communiqué parce qu'ils estimaient qu'il fallait mettre balle à terre. Mais aujourd'hui, il y a de quoi reprendre. Parce que comme on dit, quand on te gifle une fois, tu peux pardonner peut-être au nom de Dieu, mais lorsque ça se répète, là, il n'y a plus de pardon. Il faut répéter. Donc, c'est ce que... là, notre État a fait. Et est-ce que ça va porter? Je pense que oui, parce que quand même, il faut rappeler certains à l'ordre. On est dans une situation assez critique. On essaie d'avancer. On ne le fait pas forcément bien parce que rien n'est parfait. Mais il y a ces choses, c'est de nature à compliquer la situation. Vous allez du côté de Bamako aujourd'hui, on parle d'instrumentalisation de la CEDEAO avec ce sommet. Parce que c'est appelé d'urgence par Embalo. Et là, on y voit derrière aussi Ouattara, qui voudrait profiter de cela pour pouvoir obtenir quelque chose de Bamako. Là, on parle d'instrumentalisation. Au moment où on a dit que la CEDEAO n'a jamais su jouer son rôle, ce serait assez maladroit de voir que cette CEDEAO encore est utilisée pour le bien d'un ou d'un autre. Ça, il faut absolument sortir de cela. Et pour quelqu'un qui porte en ce moment la voix de la CEDEAO, c'est une faute de la part de Embalo. Aujourd'hui, il est parti pour ne pas pouvoir rentrer paisiblement à Conakry, échanger avec les autorités. Peut-être que ça viendra parce que c'est aussi ça la diplomatie. Ça peut crier, mais après ça peut se calmer. Mais au moins quand ça se calmera, on se respectera. Mais il y a urgence qu'on se respecte, qu'on sache. Qu'on respecte la souveraineté d'un pays, qu'on ne fasse pas des annonces pour une pression. Parce que ce qu'on nous apprend aujourd'hui, c'est que Embalo, lorsqu'il vient, ce n'est pas parce qu'il pense à la Guinée qu'on doit sortir de cette situation, mais c'est pour porter le projet de quelqu'un. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave. Et ça nous met encore plus de doutes sur la crédibilité de ces acteurs politiques qui se succéderont ici. Donc,
s'il y a une réponse de Conakry, moi je pense que c'est bien donné. Espérons que ça va aboutir à quelque chose. Mais le plus important, encore une fois, c'est que les Guinéens, on sache ce qu'on veut faire de ce pays. Les autres, ça traînera, ça partira, ça repartira. Mais pour l'intérêt qui les concerne, pas pour forcément le peuple de Guinée. Voilà, Mafoudi Abangoura. Allez-y, Tamba, tu nous as prévenu hier ici, dans cette émission. Oui, ils étaient quand même beaucoup fins. Je comprends que lorsqu'on dit un président a appelé un autre pour demander, écoute, mets balle à terre, désormais je vais faire attention, c'est difficile à entendre, mais effectivement, c'est ce qui s'était passé. Et le CNRD s'était fendu la présidence. C'était encore à Maraï, il avait donc ce communiqué, encore sous forme de vidéo, qui devait être diffusé, mais avec ces négociations du côté de Bissau, le CNRD avait donc décidé de mettre balle à terre, mais comme on dit, quand tu es bon une fois, c'est bon, et tout le monde est d'accord, mais quand tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon, et on te suce. C'est Seini Abacha. Oui, c'est ça, qui raconte un peu les contes Peul qui le dit. Et donc, la décision, elle est claire. Lamine, vous avez écouté le communiqué, je commence par ça. Le lexique est choisi. Très bien choisi. Regardez bien les mots, les expressions que l'on peut voir. Non maîtrisé, improvisé, honteux, mensonger, diabolique, émission de guignol, rabaissant. Le lexique, les mots et les expressions, c'est à dessein, on a voulu une communication qui fracasse. On a giflé le monsieur, les mots, on ne lui fait pas de cadeau. Le discours se voulait robuste, assez musclé, et c'est ce que l'on a entendu. Vous avez bien vu que on sort de la diplomatie classique pour utiliser de la diplomatie du biceps. C'est clair que on voulait à dessein heurter. On voulait à dessein lui dire, écoute, on a du muscle, on sait parler comme toi, et on est prêt à affronter. C'était pas les logiques habituelles ou la diplolangue. On voulait se dire, bon d'accord, on est prêt à l'affront. Ouais. C'est ce qu'on a entendu à travers ce discours-là. Deuxième chose importante, Lamine, vous savez, le diviser pour régner. Eh ben, ce discours l'utilise. On ne parle pas de la CEDEAO, beaucoup peu de la CEDEAO, on parle plus des chefs d'État qui font l'instance sous-régionale. D'abord avec Mbalo, qu'on présente avec les termes que j'évoquais tout à l'heure, donc un président petit, un président peu fiable, qui est capable de dire ceci et de mentir derrière, qui ne soit pas assez courageux pour assumer ses positions. Mieux, un président qui défendrait des causes plus basses que celles pour lesquelles il a été choisi et préposé à la tête de l'instance sous-régionale, mon cher Lamine. Voilà, donc on le présente là, et puis on présente les autres. Mbalo, il est petit, mais il ne réussira pas à entraîner les autres qui sont des grands, qui sont honorables, qui sont louables. En d'autres termes, si les autres veulent rester louables, honorables et respectables, ils ne paîtront pas dans la même prairie à la bêtise qui est celle de Mbalo. C'est un peu comme ça que les choses se présentent dans ce discours-là. Et c'est la subtilité de ce discours. Il y a de l'intelligence dedans, même s'il se veut à souhait violent et martial. Donc, quelques fautes de syntaxe aussi. Bon, oui. Toi, tu diras ça après. Moi, je vais discuter des idées. Ça. Après, tu vas discuter des mots. Voilà. Donc, il y a cela. Et donc, vous avez vu, il y a de la manipulation de part et d'autre. Mbalo qui profite de ce moment, et déjà, il annonce les couleurs avant même le sommet. Alors, si les autres présidents ne sont pas associés à ça, parce que moi, je continue de croire qu'un homme intelligent, on ne peut pas s'asseoir comme ça et décider qu'il y aura des sanctions si on n'a pas échangé avec d'autres acteurs. Moi, c'est ce que je continue de croire. Mais en envisageant, supposant l'hypothèse qu'effectivement, il n'a pas discuté avec les autres, alors, il leur fait de la suggestion, il leur fait de la manipulation, de l'influence pour qu'ils parviennent à ce type de décision. C'est ce qu'il fait. Derrière, Conakry, tout en blâmant Mbalo, fait aussi les yeux doux aux autres présidents pour leur dire: un président honorable ne devrait pas se comporter comme cet Mbalo qui vient chez nous et qui décide. Et c'est la deuxième chose la dernière chose que je veux dire, Lamine.
on l'entendait souvent. Sous Alpha Condé, on a vu cela. Le président Mbalo ne s'est pas caché de sa proximité avec M. Cellou Dalein Diallo. Mais c'est aussi c'est ça la question des pouvoirs. Des hommes de pouvoir, c'est mieux qu'ils ferment la bouche. Quand ils l'ouvrent, vous entendez beaucoup de choses qui desservent. Et c'est là qu'on en vient. Mbalo qui serait donc venu à Conakry et que sa seule quête, c'est d'obtenir, je reprends encore ces mots, pour entériner son choix de candidat pour les futures élections. On connaît sa proximité avec Cellou Dalein Diallo et tout laisse présupposer qu'il s'agit encore une fois de lui. En définitive, Lamine, il faut dire que c'est la guerre qui est ainsi déclenchée. Le CNRD, à moins de quelqu'un qui sortirait côté CEDEAO pour calmer les ardeurs, on sait désormais que le CNRD est prêt à l'affront. Qui va en sortir victorieux? C'est une des questions que l'on se pose. Vous qui pensez que mais on sait déjà qui sera le grand perdant. Je veux terminer. C'est la communauté. Je veux terminer en disant que vous qui pensez que Doumbouya est au Mali pour ce retour des 46 autres soldats et autre chose, moi je pense que quand on est prêt à la guerre, on se cherche des alliés. Je pense que c'est à cela que sert cette rencontre. C'est un autre sommet CEDEAO qui a lieu à Bamako. Voilà, c'est un autre sommet au même moment. Voilà. Oui. Ça peut être ce livre de Gérard Davé qui dit un président ne devait pas dire ça. Oui. C'est juste incroyable quand on se réfère à Hollande. Je crois Hollande l'a aussi dit. C'est incroyable. Hollande l'a aussi dit. Je ne vais pas revenir sur beaucoup de choses. Qui a été déjà finalement, j'entérine les propos de Mohamed Mara ce matin. Parce que quand on a des présidents qui raquettent, des présidents voyous, mais c'est à dormir des avec des États voyous. Avec des États voyous. Oui. Donc, je voudrais relever quelques éléments quand même, puisqu'on est bien en train de parler de l'échec de la CEDEAO et donc de ce qui peut expliquer cet échec aujourd'hui. Par le fait tout simplement que il y a certains chefs d'État qui ne se sont pas bien comportés. Avant, parce qu'on aime bien le dire, c'est parce que la CEDEAO n'a pas voulu empêcher Alpha Condé de s'offrir un troisième mandat. Mais pouvait-elle? Moi, je crois que non, la CEDEAO ne pouvait pas. Parce que tout simplement, il y avait des éléments, si vous voulez, des événements qui avaient précédé et qui avaient déjà commencé à fragiliser véritablement l'Union. Il y a notamment le cas du Togo, où on n'a jamais réussi à satisfaire l'opposition sur certaines questions. Fort Gnassingbé est fort et il est au pouvoir là-bas pour longtemps encore, depuis longtemps, et ils ont décidé que cela soit réglé d'ailleurs dans la Constitution. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Et puis, il y a le cas de la Guinée-Bissau de Mbalo. On sait comment ça a été géré. Il y a des chefs d'État. Chacun avait son allié sur place. Il y a le cas de la Gambie de Yaya Jammeh, donc de Adama Barrow actuellement. On sait également comment là-bas aussi ça a été géré. Alpha avait son candidat et puis Macky Sall avait son candidat. Donc, il y a beaucoup d'événements comme ça qui sont intervenus par le passé qui avaient fini par fragiliser la CEDEAO, ce qui pouvait tout naturellement permettre à Alpha Condé, mais pas lui seul, et Alassane Ouattara de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire s'offrir un troisième mandat. Finalement, face à qui? Face à des chefs d'État qui étaient soit leurs jeunes frères ou leurs fistons, comme Alassane Ouattara aime appeler Mbalo. Il y a quand même l'autre chose que je voudrais relever. Nos politiques guinéens, ils peuvent quand même mieux observer ce qui se passe. Vous comptez sur une institution comme la CEDEAO, que vous avez décriée hier, mais vous comptez quand même au nom du principe que nous avons adhéré à cette organisation et que nous devons respecter les règles qui régissent le fonctionnement de cette institution, que cette institution puisse mettre la pression sur le pouvoir de Conakry pour vous donner, n'est-ce pas, un certain nombre de faveurs. Mais il y a quand même des choses qui n'étonnent pas. Parce que depuis le départ, le ton de Conakry, de mon point de vue, n'a jamais changé à l'égard de la CEDEAO. Depuis qu'ils sont arrivés, ils ont eu le même discours. Oui, à quelques exceptions près, parfois ils sortent pour dire venez, nous voulons coopérer. Mais le ton, il est quand même dur. Et ces voyages, il faut bien le percevoir autrement.
à part le fait que c'est l'union Guinée-Mali qu'on essaie de réaffirmer, c'est-à-dire au moment où les autres se réunissent de l'autre côté, nous aussi, on se rassemble là, on n'est que deux pour discuter. Il y a le fait que ça démontre quand même quelque part la maîtrise des affaires sur le plan local. Vous imaginez, le capitaine Dadis, il n'a pas pu voyager. Le seul voyage qu'il a voulu effectuer, c'était sur la Libye. C'est à partir de l'aéroport qu'il est réparti à la maison. Konaté pouvait bien se le permettre parce que nous étions dans un premier échec et il y avait non seulement le soutien de la communauté internationale et il y avait une adhésion totale de la population guinéenne. Donc lui, il a pu voyager. Le voyage de Lansana Conté en 85, on sait ce que ça a donné ici à Conakry. C'est bien une tentative et tout ce qui a suivi après. Si le colonel Doumbouya a pu se permettre de se déplacer dans ce contexte-là pour aller à Bamako et puis il rentre aujourd'hui, cela doit dire quelque chose aux politiques, c'est qu'il a maîtrisé son pouvoir. Jacques Liwa Leno, allez-y mon cher Roby. Voilà. Pour ne pas être trop long, puisque les autres ont déjà bien décrypté ce que je vais appeler le punchline en direction de Ambalo, parce que c'est vraiment un punchline, ce discours du colonel Amara. C'est un discours étatique pour moi. Le président Ambalo n'est pas à sa première. On se souvient de ce sommet au cours duquel il a eu des embrouilles même avec le président nigérien, un poids lourd de l'Afrique. Il avait été rappelé. Alors, ce qui est dommage dans tout ça, c'est que la CEDEAO va être dirigée ou la parole de la CEDEAO va être portée dans un contexte actuel que nous connaissons avec 3 crises, la Guinée, le Mali et le Burkina, par quelqu'un d'imprévisible et de surexcité. En réalité. Parce que oui, président. Même la manière, même le ton avec lequel il répond aux journalistes, c'est pas un ton de chef d'État, c'est pas un ton de quelqu'un qui parle, qui réfléchit ou qui, comme on dit, qui tourne la langue 7 fois avant de parler. L'une des surprises d'ailleurs, c'est que sur le cas des 46 militaires, quand on lui demande si c'est des mercenaires, il dit que ce ne sont pas les mercenaires. Oui, il dit que ce ne sont pas d'emblée, ce ne sont pas des mercenaires. Donc ça veut dire que les grandes gueules. Ça veut dire qu'il se met à dos le Mali aussi. Voilà, exactement. Parce qu'il y a 2 États opposés. Oui. Quand vous qui êtes président de la CEDEAO, vous prenez la part d'un État qui est opposé à un autre, vous vous mettez à dos l'autre État. Même si il est avéré que ce ne sont pas des mercenaires, on ne le dit pas comme ça. Mais on entend de le dire dans un cadre plus approprié. Le langage diplomatique, allez-y. Dans tous les cas, cette sortie médiatique d'Ambalo a clairement démontré qu'il a pris position dans toutes les 3 crises. Il a pris position. Parce qu'il décerne le satisfecit du meilleur élève au Burkina, sans attendre que la transition aille un peu plus loin et que le contexte soit beaucoup plus élucidé. Le Mali, c'est, selon lui, c'est le rebelle. La Guinée, on n'en parle pas, c'est celui vers qui on va négocier des sous-tables et peut-être qu'on ne l'a pas et finalement on sort publiquement parce qu'on sait, la difficulté sur le cas guinéen, c'est que si vous voyez que le colonel Amara sort avec un ton aussi ferme, avec les mots aussi crus en direction de Ambalo, c'est qu'ils savent que Ambalo ne peut pas répliquer. Il y a beaucoup de choses en bas qu'on peut pas dire ici publiquement, mais on le sait très bien. Donc, pour moi, c'est la mauvaise présidence que la CEDEAO n'a jamais eue dans ce contexte actuel. C'est qu'il y a Ambalo ne pourra résoudre aucune crise parce qu'on sait du temps du Ghanéen, les choses, Nana Koufou, les choses étaient les grandes gueules. C'est un homme d'État. Diplomatique, avec un ton élégant et dans une posture d'un véritable chef de troupe. Comment parler, tout ça. C'est ça un peu. Mais on va assister à beaucoup d'envolées verbales de ce président qui va ne faire qu'accentuer les crises. Pour moi, c'est patatras, hein. C'est bien dit, c'est patatras. Allez, les GG continuent sur l'espace.